Bonsoir à tous. Le monde est confronté depuis le dernier trimestre 2019 à une grave crise sanitaire. Les quatre coins du globe ressentent ses répercussions de diverses manières. Le coronavirus 2019, c'est de ce virus qu'il s'agit. Pourtant, ce n'est pas la première pandémie que connaît l'humanité. Comment expliquer ces pandémies à répétition? Quelle responsabilité environnementale pour un développement harmonieux? Autant de préoccupations qui font l'actualité. L'environnement a été fortement éprouvé ces dernières décennies. Dans ce commentaire, Delphine Gla retrace les éléments déclencheurs de plusieurs pandémies. Aujourd'hui, avec beaucoup de recul, l'on ne saurait soustraire le Covid-19 des questions environnementales et de développement durable. Environnement, car le virus serait d'origine animale. Il est venu des zones sauvages, probablement transmis par une espèce protégée dont la chasse et la consommation sont interdites. Mangoustes, chauves-souris, porcs, chiens qui seraient des vecteurs de transmission. S'agissant du développement durable, la rencontre entre l'homme et le virus serait la résultante de la mondialisation et des habitats sauvages. Alors pourquoi la recrudescence des pandémies? Des spécialistes annoncent que la crise sanitaire prendra forcément fin, mais pourra réapparaître de façon saisonnière. Est-ce vrai? La réponse à toutes ces préoccupations dans ce numéro. Pour échanger sur ces préoccupations d'ordre environnemental en rapport avec le Covid-19, nous recevons le professeur Enza Koné, directeur général du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir. Cédric Lombardo, expert en développement durable. Bonsoir. Bonsoir. Professeur Enza Koné, cette crise est-elle une surprise? Je réponds tout de suite non. Cette crise n'est pas une surprise. En tout cas pas pour les épidémiologistes ni pour les environnementalistes, qui l'avaient prédite depuis 2017. Il faut savoir que 75% des pathogènes sont d'origine animale, donc proviennent de la faune sauvage. Et ces pathogènes attaquent de plus en plus l'homme parce que simplement les modes de vie des humains les exposent à des contacts réguliers ou répétés avec ces pathogènes. Les principaux modes de vie qu'on peut incriminer, c'est la déforestation, c'est le braconnage et c'est l'élevage intensif. Ces activités, en fait, nous mettent davantage en contact avec la faune sauvage. Le principe est simple. La forêt naturelle et, on va dire, la faune sauvage constituent des réservoirs pour des millions de virus, des millions de pathogènes qu'on ne connaît pas tous d'ailleurs. Et tant qu'ils sont dans ces milieux naturels, tant qu'ils sont avec ces hôtes naturels, il n'y a pas de crise sanitaire. Les crises sanitaires vont survenir quand l'homme va commencer à détruire les forêts et empiéter sur la biodiversité. Parce qu'en milieu naturel, il est bien connu que le virus ne se déplace pas. Donc en milieu naturel, la propagation des virus est freinée par la diversité des espèces, également par la diversité génétique au sein même de chaque espèce. En détruisant les forêts, en réduisant cette diversité génétique, on va favoriser la transmission d'espèce en espèce et finalement la probabilité que le virus se retrouve dans les rares espèces restantes va être de plus en plus grande et la probabilité que les humains soient en contact avec ces espèces rares et les virus qu'ils portent nouvellement devient grande, d'où la transmission à l'être humain avec toutes les conséquences qu'on connaît. Donc, Cédric Lombardo, les zoonoses ne sont pourtant pas nouvelles. Non, absolument pas, parce que comme l'a très bien dit le professeur Koné, si vous rentrez dans les territoires de la vie sauvage, il ne faut pas être surpris qu'à un moment de rencontrer forcément un virus. Et finalement, dites-vous bien que nous sommes en train d'avoir une stratégie de prédation de l'environnement. Nous réduisons les poches de vie, vie environnementale et vie animale. Et puis, quelque part, peut-être que la nature se défend elle aussi avec des instruments pour réguler notre comportement. Donc aujourd'hui, on a cette conscience que le réservoir de vie sauvage est une source encore pour nous de zoonoses. Vous pouvez nous parler de la cartographie qui va sûrement s'afficher, la cartographie des risques de nouvelles maladies zoonotiques. Alors, si elle n'apparaît pas à l'écran, on peut quand même la commenter parce que, comme on l'a dit, ça n'est pas une surprise. Mais ce qui est très intéressant, de 1980 jusqu'à 2010, on a clairement vu une augmentation des risques de zoonoses. Ça veut dire que dans les maladies que l'on observe, on voit clairement que nous avons des maladies qui sont d'origine animale. Mais ce qui est très intéressant, c'est la carte que vous montrez en ce moment sur cet écran, qui vous montre bien le monde. Quand tout est bleu, finalement, c'est qu'on n'a pas identifié forcément de risque de transmission ou de risque de maladie future. Par contre, dès que vous avez des endroits
endroits qui sont jaunes, comme vous le voyez en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Inde ou même en Chine, là on sait qu'il y a un réservoir de virus. Grosso modo, on imagine qu'il y a pratiquement plus de 1,6 million de virus dangereux pour l'homme, dont nous ne connaîtrions à peu près que 1% à l'heure actuelle. Vous imaginez la quantité de choses que l'on peut encore rencontrer. La conclusion, réduire les risques de contact avec ces territoires de vie sauvage, les protéger, les laisser indemnes et éviter la transmission de l'animal vers l'homme. Professeur Anza Kone, quelle est la place de la surveillance épidémiologique dans la prévention de ces pandémies? La surveillance épidémiologique est extrêmement importante et c'est elle qui a justement permis de prévoir qu'il y aurait une crise à coronavirus à l'horizon 2019 parce que justement, comme je l'expliquais, ce sont les animaux sauvages qui constituent les principaux réservoirs de ces pathogènes qui peuvent être potentiellement, on va dire, mortels pour les humains. Et donc, en surveillant la faune sauvage, on peut voir la circulation des virus au sein des espèces, entre les espèces, et on peut voir, parmi les espèces qui deviennent des nouveaux réservoirs, quelles sont celles avec lesquelles il y a des risques que les humains soient en contact rapproché à travers le braconnage, à travers le trafic des espèces sauvages ou à travers simplement la présence dans de nouveaux territoires nouvellement conquis pour l'agriculture ou d'autres activités. Presque toutes les pandémies récentes, Ebola, grippe aviaire, sont pour la plupart issues des animaux. Sommes-nous en droit de parler de vengeance de la biodiversité? Ça pourrait faire sourire, mais c'est tout comme... Il ne s'agit pas de vengeance, il s'agit de stratégies de survie de la biodiversité. Même ces virus qui s'attaquent à de nouveaux hôtes, c'est une stratégie de survie en fait qu'ils développent parce qu'ils étaient habitués à des hôtes pour qui ils n'étaient pas forcément mortels. Et quand ces hôtes traditionnels disparaissent, ces virus n'ont pas d'autre choix que de s'attaquer aux nouveaux hôtes. Et les nouveaux hôtes les plus abondants sur la Terre, c'est les humains. Et c'est pour ça que voilà, les virus s'attaquent de plus en plus aux humains, simplement pour assurer leur propre survie. Parce que les virus ne peuvent pas se reproduire de façon autonome. Ils ont besoin d'être dans un hôte, dans des cellules hôtes pour pouvoir se reproduire. Et s'il n'y a pas d'animaux ou de plantes qui accueillent ces virus et leur permettent de se reproduire, et que c'est les humains qui sont de plus en plus présents et accessibles, évidemment, ils vont à la conquête de ces humains qui sont disponibles. Cédric Lombardo, on peut parler de détérioration de la qualité de vie des humains? Dans une détérioration de la qualité de vie des humains par impact environnemental. Parce que, en fait, si vous vous rendez bien compte, ce sont nos modes de consommation, ce sont donc nos modes de production, ce sont donc nos comportements de prédation sur l'environnement qui nous amènent à avoir ce type de résultat. Alors, détérioration de nos conditions de vie, c'est intéressant parce que vous voyez bien qu'elle est immédiate. Finalement, on a une réponse de la nature, entre guillemets, vous l'avez dit, comme une vengeance de la nature. Parfois, par humour, moi je parle de vengeance du pangolin, parce que c'est quand même une espèce protégée qui ne doit pas être mangée. Et on se rend bien compte qu'automatiquement, dès qu'il y a cet impact de crise sanitaire, nos conditions de vie idylliques, du jour au lendemain, se retrouvent extrêmement restreintes, affectées par une crise économique, affectées par une crise sociale. Et donc la bonne question, c'est ne doit-on pas faire l'équilibre entre notre comportement humain et ce que nous devons préserver dans le reste de la nature? Plusieurs chercheurs avaient déjà annoncé les risques de pandémie mondiale. Le journaliste scientifique David Quammen, dans son livre publié en 2013, intitulé « Débordement, infection animale et prochaine pandémie humaine » tirait déjà la sonnette d'alarme. Professeur, pensez-vous que nos dirigeants ont royalement ignoré ces signaux? Qu'ils aient royalement ignoré, on ne saurait le dire. Ce qui est clair, c'est que c'est les pesanteurs économiques qui dirigent ou qui dictent la plupart de nos comportements. De plus en plus, tirer la sonnette d'alarme sur la conservation de la biodiversité, la conservation des forêts, si vous ne mettez pas en avant des arguments économiques, c'est difficile que ça passe. Donc on peut dire que les gens sont restés concentrés sur l'adaptation ou la réaction à des situations conjoncturelles et qu'ils ont été très peu dans l'anticipation au plan mondial. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est bien bon d'essayer de développer des stratégies de riposte, faire des diagnostics, chercher des médicaments, chercher des vaccins, on va dire améliorer le plateau technique et tout ça. Tout ça, c'est bien, mais on aurait pu être dans l'anticipation en écoutant les scientifiques, en ayant une culture de la gestion des connaissances produites par les scientifiques et donc en faisant plus attention à ces systèmes d'alerte. Et donc vous vous sentez lésé en tant que scientifique? Oui, clairement, oui. Déjà, la recherche scientifique n'a pas été souvent une priorité dans les pays en voie de développement et même dans les pays du Nord.
Vous avez parlé tantôt de l'importance de la surveillance épidémiologique. Il y a eu des grands programmes financés par les États-Unis, par exemple, qui ont été ou qui ont failli être arrêtés parce que justement les gens ne percevaient pas l'importance de ces genres de programmes, ne faisaient pas très attention à ces alertes qui étaient lancées. Et donc effectivement, au plan mondial, la recherche scientifique se retrouve un peu négligée. On a pu percevoir dans quelques discours politiques ces derniers temps qu'on prend conscience qu'il faut un investissement massif dans la recherche. Il faut enfin faire de la recherche une priorité, un véritable moteur de développement. Et il y a des initiatives à saluer au plan national, même en Côte d'Ivoire. On a vu les états généraux de la recherche récemment, donc c'était les concertations nationales qui ont été organisées. Et quand, on va dire, la crise Covid-19 est apparue, il y a eu également un plan de riposte qui avait une composante de recherche. Et donc cette composante recherche est en train d'être développée. On espère pouvoir obtenir des financements parce que justement, le miracle se produit dans d'autres domaines. On obtient des financements importants, une sorte de solidarité internationale se dessine et tout, mais la recherche reste un peu négligée malgré tout. Quelle est la part du Centre suisse de recherche scientifique dans l'approche préventive ici en Côte d'Ivoire? L'approche préventive va consister premièrement à produire des connaissances et deuxièmement à faire en sorte que les praticiens, les paysans, les utilisateurs, les décideurs politiques soient au courant de ces on va dire, connaissances qui ont été produites. Il ne s'agit pas simplement de produire la connaissance, de les mettre à disposition, il faut aussi pouvoir donner l'exemple sur la mise en œuvre des recommandations, des résultats des recherches. Et donc, le Centre suisse est sur le front, on va dire, dans la surveillance épidémiologique et dans d'autres recherches, par exemple la préservation de la biodiversité, la préservation de l'environnement, et on fait le lien entre toutes ces recherches et le développement durable. On fait le lien entre toutes ces recherches et la santé humaine. La santé humaine ne peut plus être perçue, on va dire, de façon sectaire. Elle doit être perçue en lien avec la santé animale et en lien avec la santé environnementale. C'est le concept One Health, dont l'OMS même fait la promotion actuellement. Il y a des plateformes One Health qui ont été créées au plan national, au plan africain. Il faut y croire et il faut leur donner les moyens, on va dire, d'être dans l'anticipation. Cédric Lombardo, y a-t-il faiblesse de la communauté internationale quand on sait que tout ou presque tout est centré sur la politique? Je dirais qu'il y a une faiblesse, il y a un effondrement du dogme de développement sur lequel nous travaillons. On ne peut pas critiquer la communauté internationale, on ne peut pas critiquer la communauté nationale. Par contre, ce que l'on peut regretter, c'est que effectivement, si on regarde l'histoire, moi je me rappelle 2008-2010, le Sénat français commandait des rapports justement sur les risques de pandémie, et on se rend compte qu'il y a pratiquement un an de ça, l'État français voyait son corps soignant, le corps médical dans les rues en train de manifester pour demander plus de moyens. Il n'y avait pas d'argent magique, subitement il y en a. Donc ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que il y a des contraintes économiques et financières qui nous amènent à négliger ces aspects. 2008, le président Obama, lorsqu'il a été élu, a construit un bel outil de prévention des risques de pandémie aux États-Unis. En 2008, après la crise financière que nous avons connue, lui-même a été amené à démanteler, pour des raisons budgétaires, une petite partie de cet outil. Mais il restait quand même encore au sein du Conseil national de sécurité des États-Unis une petite cellule qui travaillait spécialement sur le risque pandémique. On s'est rendu compte qu'après la crise de H1N1, après la crise de MERS, donc on est en 2014-2015, on observe que le président Trump décide, lui, de dissoudre complètement ce dernier petit instrument qui restait. Pourquoi? Ici, pour des questions beaucoup plus idéologiques, dans le sens où il ne voyait pas ce risque arriver. Il n'y avait pas de considération ou de compréhension des risques environnementaux et des risques sanitaires associés. Et donc, il y avait une vision, qui est la vision de la rentabilité économique, la vision de la rentabilité financière. Et si on regarde bien aujourd'hui, on est en train de le payer. La crise que nous vivons... Oui, mais ce ne sont pas les États-Unis seuls qui payent cash cette crise. Tous les États, je vous remercie de préciser pour qu'il n'y ait pas d'amalgame, mais tous les États ont eu cette même stratégie. Regardez, aujourd'hui, c'est un peu triste à dire, mais si vous faites le bilan des personnes qui sont décédées en Europe, ce sont essentiellement, ou aux États-Unis, ce sont essentiellement des personnes qui sont âgées et atteintes de graves maladies. Ça veut dire que plus l'essentiel des personnes décédées ont bien plus de 60 ans. Or, chez nous, en Côte d'Ivoire, la population, l'espérance de vie de la population est inférieure à 60 ans. Donc, ça veut dire que chez nous, la crise sanitaire, elle est permanente. En Europe, vous avez une crise sanitaire, aux États-Unis ponctuelle, subitement des personnes sont décédées, mais chez nous, elles sont déjà mortes. Donc, nous avons une crise sanitaire permanente. Ça, c'est le cas à peu près de la situation ivoirienne. Mais pour revenir maintenant à ce qui précédait, c'est
ce refus d'investissement dans la santé, ce refus d'investissement dans la recherche, cette absence d'équilibre, ou plutôt le faible équilibre entre les ambitions sociales et les ambitions économiques, les ambitions environnementales et les ambitions économiques, nous amène toutes vers un cumul de crises, année après année. On les voit arriver, crise financière, crise économique, crise sanitaire, crise environnementale. Et maintenant, on cumule tout. Conclusion, il s'agit simplement de se poser la question, ne sommes-nous pas face à un effondrement des dogmes de notre développement? Ne devrions-nous pas prendre le temps de réfléchir un petit peu maintenant à ce que nous allons faire demain? Les choix humains de développement économique sont donc pointés du doigt. Absolument, absolument. Parce que, pourquoi est-ce que vous avez une rencontre entre l'homme et le virus? Parce qu'il y a la déforestation. Mais pourquoi est-ce que allons-nous à la rencontre des territoires sauvages? Pour faire de l'agriculture, pour faire de l'activité minière, pour faire du bâtiment. Donc, forcément, notre stratégie de développement nous amène à violer ces territoires de vie, et quelque part, la nature nous le rend aujourd'hui. Et donc, ça nous oblige à penser à la réflexion, parce que de la même manière que l'on a dit plein de fois, attention, vous avez des risques environnementaux, des risques épidémiologiques, nous disons vous avez des risques majeurs avec tout ce qui est lutte contre le changement climatique, si nous ne répondons pas de manière appropriée à la crise sanitaire, nous pouvons être encore plus inquiets sur notre capacité à répondre à la crise du changement climatique qui, elle, est quasiment permanente et ne va que s'aggraver. Professeur Konenza, je rappelle que vous êtes le directeur général du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Les espèces relais sont des espèces qui peuvent favoriser la contamination d'animaux aux humains. Il semble que la consommation de viande de brousse ou de viande pas très bien cuite puisse être les relais de cette pandémie. Est-ce qu'en Afrique et en Côte d'Ivoire, il faut changer nos habitudes alimentaires, culinaires aussi? Oui, absolument. Si on est bien d'accord que la faune sauvage constitue un réservoir de millions de pathogènes, il faut bien faire attention à la manipulation de la faune sauvage, y compris le trafic d'espèces vivantes ou le trafic de viande de brousse. Il faut faire attention aux modes de cuisson et tout, et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas impossible parce que, on va dire, il faut simplement favoriser l'accès à d'autres sources de protéines, que ce soit la protéine végétale ou la protéine animale, et cela est tout à fait envisageable. Je pense que l'actuelle crise a permis de voir des choses auxquelles on n'aurait jamais cru. Par exemple, l'interdiction de consommation de viande de brousse en Chine. La Chine est un grand consommateur de viande de brousse, ou un grand consommateur, on va dire, ou acheteur d'espèces commercialisées au plan international et tout. Et ils ont osé prendre cette décision-là, parce que simplement, il faut donner un message fort. Après, il reste à voir quelles mesures d'accompagnement vont être prises pour que cette mesure d'interdiction soit effectivement efficace sur le terrain. Mais il faut évidemment envisager, on va dire, ne serait-ce qu'une réglementation de l'accès à la viande d'origine sauvage. Il faut savoir qu'en Côte d'Ivoire, la chasse est interdite depuis 1974. C'est vrai que la consommation de viande de brousse est plus ou moins tolérée pour des raisons plus ou moins sociales. Mais si on est allé à l'interdiction depuis 1974, c'est qu'on a compris déjà que la faune sauvage était menacée. Et aujourd'hui, on a été de comprendre que si la faune est menacée, c'est l'espèce humaine elle-même qui est menacée. Pas de ce moment, je ne vois pas pourquoi on ne comprendrait pas qu'il faut essayer d'éviter de consommer la viande d'origine sauvage et se concentrer sur d'autres sources de protéines animales. Ne pas consommer ou consommer bien cuit. Cédric? Oui, absolument. Et puis tout à l'heure, ça c'est par rapport au rapport avec la viande de brousse que l'on aime bien manger en Côte d'Ivoire. Mais tout à l'heure, le professeur Koné a parlé d'élevage intensif. C'est-à-dire que bien sûr, il y a une réserve dans la vie sauvage, mais il y a aussi une réserve dans les stratégies d'élevage que nous avons mis en place. Ce que je veux dire, nous ne pouvons pas simplement interdire la viande de brousse. Il faut donc mettre en place d'autres systèmes de production qui permettront aux populations de manger des protéines animales qui sont recherchées. Donc, les élevages que nous allons mettre en place, attention, si nous faisons des élevages intensifs, sans respect de l'animal, etc., de nouveau, on aura des risques de pathogènes. Parce que, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que la grippe porcine vient de la rencontre entre un homme malade, une poule malade, dans un élevage porcin, et automatiquement, tous ces porcs ont été contaminés. Voilà. Donc, en conclusion rapide, juste pour dire, pas simplement interdire, mais effectivement proposer des alternatives. Donc, vous préconisez qu'on revoie ou qu'on reconsidère notre rapport à l'extérieur. Qu'on reconsidère notre rapport à l'extérieur. Je dirais que l'on prenne le temps
de reconsidérer notre rapport au développement. 1974, la consommation de viande de brousse est interdite. Ça veut dire que l'État ivoirien le sait déjà. Ça veut dire aussi que si on prend maintenant toutes les lois que nous avons en Côte d'Ivoire dans le respect du développement durable, de l'énergie, etc., nous avons des choses qui sont absolument magnifiques, mais que nous devons impérativement mettre en place. Nous devons respecter le cadre qui nous est construit et il nous faut respecter le monde extérieur au sens où c'est le monde environnemental tel que je le comprends. Le professeur Nzakone, comment entrevoyez-vous l'après-Covid? Pour moi, l'après-Covid devrait être l'occasion de mettre un accent particulier, on va dire, sur les fondamentaux du développement durable. L'après-Covid devrait permettre de préserver le capital naturel, un des piliers les plus importants du développement durable. J'ai dit tout à l'heure que tout ce qu'on fait comme mesure de riposte, c'est bien, c'est même indispensable, parce que voilà, les impacts sociaux, sanitaires, économiques, etc. sont énormes. Il faut être dans la réaction, mais il vaut mieux être dans l'anticipation. Le développement durable, c'est l'anticipation avant tout. Donc, c'est de revoir, comme Cédric le disait, nos schémas de développement et mettre l'accent surtout sur l'évitement de la déforestation. En évitant la déforestation, on va éviter un certain nombre de problèmes. Il n'y a pas que les coronavirus qui vont circuler à cause de la déforestation qui s'agrandit. Des maladies comme le paludisme, qui touchent des millions de personnes dans le monde, sont liées également à la déforestation. C'est la même chose pour le choléra, la grippe aviaire, etc. Donc, en évitant la déforestation, on va éviter l'émergence d'une cohorte de maladies, dont les maladies virales qui peuvent être plus mortelles éventuellement dans le futur. Cédric Lombardo, ce virus a-t-il finalement engagé la transition écologique? Alors, excusez-moi, parce que c'est avec humour, on va dire oui, il a engagé la transition écologique. Mais en fait, plus précisément, il a engagé une performance environnementale. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous sommes tous retrouvés plus ou moins enfermés chez nous, je veux dire à l'échelle du monde, lorsque les activités économiques se sont effondrées, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? On observe un effondrement de l'émission de gaz à effet de serre, donc de gaz polluants dans l'atmosphère. Vous allez avoir des images d'animaux qui vont revenir nager, les dauphins qui nagent dans les eaux de Venise. Vous allez vous rendre compte que subitement, le ciel de Pékin ou le ciel de New Delhi devient absolument propre. Donc effectivement, des choses qu'on nous avait déclarées totalement impossibles, eh bien, du jour au lendemain, grâce à un être qui est extrêmement minuscule, tout a été changé. Donc, mais cette transition écologique, on ne peut pas la saluer parce que si l'environnement s'en sort bien, s'il a droit à une petite pause, une petite bulle de pause à l'heure actuelle, parce que bien entendu, quand ça sera terminé, on va vouloir refaire la même chose. Il est important de comprendre que l'impact économique que nous avons et l'impact social ne sont pas acceptables. Et on ne peut pas avoir de transition écologique dans le respect de l'environnement qui ne permette pas d'avoir une économie intéressante, positive, circulaire, une économie verte, qui nous permette de continuer à offrir une forme de croissance, surtout chez nous, en Afrique où la population augmente en permanence, mais qui se fasse dans le respect de l'homme et dans le respect de l'environnement. Et c'est vraiment cet équilibre entre la nécessaire croissance économique dont nous avons besoin, la protection du monde social, des hommes, et la protection de l'environnement qu'il faut arriver à trouver. Professeur Nza, vous partagez l'avis de Cédric Lombardo? Oui, tout à fait. Pour moi, la transition écologique devrait être plus voulue, plus pensée, elle devrait être plus dans l'anticipation. Ce qu'on est en train d'observer, c'est une réaction. Et c'est bien d'observer cette réaction. On avait pensé que beaucoup de réactions étaient dans l'ordre de l'impossible, étaient dans l'ordre du rêve, comme les financements massifs qui sont mobilisés, cette chaîne de solidarité internationale et tout. On est en train de voir qu'on peut vivre autrement. On peut se passer de certaines consommations, on peut se passer de certains modes de production, etc. Donc, on peut nous réconcilier davantage avec la nature. Et donc, l'avantage ou la leçon qu'on va tirer de la crise actuelle, c'est qu'on voit effectivement que des choses sont possibles. La nature peut reprendre ses droits si simplement on la laisse tranquille. Et pour la laisser tranquille, il n'y a rien de compliqué. Il faut avoir une volonté politique. Et donc, on sera dans la transition écologique si tout ce qu'on a observé comme mode de vie qui adoptent, on va dire, les fondamentaux du développement durable, s'inscrivent eux-mêmes dans la durabilité. Donc, dans un schéma voulu, avec des mesures d'accompagnement, parce que les paysans aussi ont besoin d'être encadrés pour pratiquer l'agriculture autrement. Les communautés, de façon générale, ont besoin d'être sensibilisées sur la nécessité de réduire la consommation, par exemple, de viande. Beaucoup de scientifiques vont démontrer qu'on consomme beaucoup plus qu'on en a besoin en réalité. Et en diminuant la consommation de viande, on va diminuer la pression sur l'élevage intensif et tout. Et donc, on va éviter de nous soumettre à l'exposition à d'autres virus pathogènes qui pourraient être plus mortels que le SARS-CoV-2.
Concrètement, quelles pistes envisager pour éviter durablement de tels scénarios? Oui, pour moi, comme je le disais, il est important de nous attaquer à la racine du problème plutôt qu'à ses effets. S'attaquer à la racine du problème, c'est de reconnaître d'abord que la racine du problème, c'est la déforestation, c'est le braconnage, c'est l'élevage intensif. Donc déjà, il faut pouvoir maîtriser la déforestation. On continue de perdre des millions d'hectares de forêt chaque année dans le monde entier, et ça, c'est catastrophique. Il faut arrêter ça absolument. On continue de faire le trafic de milliers de tonnes de viande de gibier. On continue de faire le trafic de milliers on va dire, d'animaux sauvages vivants. Tout ça, il faut absolument arrêter. Ce n'est pas bon, ni pour l'écologie, ni pour la santé humaine, on va dire, encore moins pour l'économie, même contrairement à ce qu'on pense. Parce que de tels schémas de développement économique ne sont évidemment pas durables. Et donc, les solutions que je propose vont provenir certainement de la recherche. Donc, une fois de plus, il faut qu'on prenne conscience qu'il faut investir massivement dans la recherche. Et je parle de la recherche dans sa globalité, pas seulement dans le domaine de la santé, pas seulement dans le domaine de la biodiversité, mais vraiment dans sa globalité, tous les aspects de la recherche qui peuvent impacter le développement durable doivent être pris en compte. Et donc, les schémas nationaux de recherche devraient tenir compte, on va dire, de cet impératif-là, absolument. Cédric Lombardo, vous acquiescez vos pistes oui, de absolument, solutions? parce que, en fait, en Côte d'Ivoire, nous avons une culture de la planification que nous avons héritée de Félix Houphouët-Boigny. On a eu la DCGTX avec Césaréo, on a eu le Bénet, etc. Et cette culture de la planification, il est important de la mettre en place parce qu'une transition signifie, si nous voulons arrêter la déforestation, nous savons que l'énergie primaire des populations, c'est le charbon de bois. On ne faut donc plus aller chercher le bois dans les forêts classées ou dans les forêts, dans les zones qui sont conservées, mais on sait également technologiquement qu'aujourd'hui, on peut fabriquer du charbon sans bois, en prenant simplement des déchets agricoles et qu'on va carboniser, on appelle ça le biochar. Ces solutions, c'est possible. On sait également que si on veut engager la transition écologique ou dans une démarche de développement durable, il faut qu'on pense au pilier social. Cette crise nous a appris que subitement, toutes les entreprises, y compris celles du secteur informel, ont pu se concentrer sur la protection de leurs salariés, parce qu'il fallait protéger les salariés, les collaborateurs, pour qu'on puisse continuer à travailler. Donc, toute l'économie peut penser prioritairement à protéger le salarié, protéger le collaborateur. On s'est rendu compte aussi que le télétravail, pour ceux qui ont la chance, entre guillemets, d'avoir un métier de bureau, le télétravail est devenu du jour au lendemain possible. Moi, j'ai peut-être pris ma voiture 4 ou 5 fois dans les 2 derniers mois. C'est fantastique. Avant, il fallait tout le temps que de Grand Bassam, je me rende à Abidjan. Quelle dépense énergétique, quelle pollution en CO2, etc. Maintenant, ce genre de choses sont possibles. Donc, de ce que nous avons vécu ces derniers mois, nous devons tirer les enseignements et savoir maintenir les gestes barrières, savoir maintenir les bonnes pratiques de travail, savoir identifier des stratégies qui vont permettre de lutter contre la déforestation, qui vont permettre de continuer à fournir des protéines animales sans aller puiser dans le stock de la vie sauvage. Mais également, ce qui m'intéresse, c'est de dire cette crise, elle va empêcher de voyager pendant longtemps. Et puisque les gens ne pourront pas voyager, puisque certaines marchandises ne pourront pas voyager, elles sont aussi une opportunité d'économie locale. Des choses qu'on ne peut plus importer ou qu'on pourra plus difficilement importer, aujourd'hui, on peut les produire. Cette crise nous apprend que nous dépendons terriblement du monde extérieur. Pas simplement pour les achats de café, cacao ou noix de cajou, mais aussi pour les choses dont nous avons besoin dans la vie de tous les jours. Et puis, cette crise, si elle réduit nos accès aux matières, aux équipements, aux outils, ça veut dire que dans une économie circulaire, dans une économie du recyclage, il y a toute une économie que nous pouvons créer aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut repenser le monde au niveau environnemental, on peut le repenser au niveau social et on peut le repenser au niveau économique. La seule chose, c'est tant de sonnettes d'alarme ont été tirées, tant de cartes, de feuilles de route ont été dessinées pour montrer où est-ce qu'on tape dans le mur et comment est-ce qu'on peut l'éviter. Aujourd'hui, nous n'avons rien à inventer, nous avons simplement à regarder qu'est-ce qui est fait depuis pratiquement une quarantaine d'années en faveur d'un développement durable. Un développement durable, ça veut dire quoi? On doit produire plus pour plus de population et on doit le faire avec moins de ressources. Quand on est un pays qui est enfermé, où on a moins de commerce extérieur, valorisons, recyclons nos ressources. Un développement durable doit être respectueux de l'homme. L'économie, la croissance économique doit respecter l'homme. La protection des collaborateurs, mais aussi la protection des communautés locales. Et enfin, ce développement doit respecter l'environnement. Nous avons dans l'environnement des ressources, nous avons dans l'environnement des dangers. Si nous faisons bien l'équilibre entre chacun, on devra arriver à trouver une stratégie de développement qui arrête de nous ramener de manière répétitive dans des crises environnementales, des crises sanitaires, des crises climatiques, etc. etc. Professeur Nza Koné, la place finalement du développement durable dans cet environnement est très importante. Absolument. Absolument. Donc pour appuyer ce que Cédric disait,
il s'agit effectivement de revoir nos modes de vie, de revoir nos priorités et de faire un peu plus attention à la biodiversité. Comme je le disais, pour moi, le capital naturel, c'est vraiment le pilier fondamental du développement durable. C'est dans ce pilier naturel qu'on va trouver les ressources pour faire face à d'éventuelles catastrophes dans le futur, que ce soit les catastrophes écologiques, que ce soit les crises sanitaires. C'est de la nature qu'on va tirer notre capacité de résilience. Il faut absolument donc la préserver. Qui sait si le médicament de la prochaine maladie mortelle au plan mondial provient d'une ressource qu'on n'a pas encore identifiée dans une forêt quelque part en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Il faut vraiment faire attention de maintenir ces capitaux naturels, préserver la capacité des générations futures à satisfaire à leurs besoins. C'est bien de ça qu'il s'agit. Vous l'avez compris, nous sommes tous engagés dans la lutte contre la propagation des zoonoses. Nous pouvons même éviter certaines d'entre elles, à condition de changer notre vision environnementale en l'appliquant à la vie sociale. Ça fait l'actualité, s'achève ici. Pour parler Covid-19 et responsabilité environnementale, nous recevions M. Inza Koné, directeur général du Centre suisse de recherche scientifique en Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Monsieur Cédric Lombardo, expert en développement durable, merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur RTI1.